Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 18 juillet 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Désormais, il est l'heure d'ouvrir notre page macroéconomique avec notre invité, Monsieur Koen Deleuze. Bonjour Koen. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Koen Deleuze. Vous êtes, je le rappelle, Chief économiste chez BNP Paribas Fortis. Vous êtes également écrivain puisque vous avez récemment coécrit les 5 tendances de la nouvelle économie mondiale aux éditions Racine. Et régulièrement, vous publiez, vous écrivez dans des quotidiens français et belges. Koen, on va commencer avec ce que vous écriviez récemment. Alors, parce que je vais dresser un paysage, un portrait très rapide de la situation macroéconomique actuelle. Mais la Fed, la Banque centrale américaine, semble avoir réussi son pari de faire atterrir en douceur l'économie américaine. L'inflation en zone euro semble très proche de rallier l'objectif qui a été défini des 2%. Pour autant, quand on vous lit, Koen, à l'heure actuelle, on a l'impression que vous êtes relativement pessimiste, qu'il faut qu'on se prépare à un environnement de choc. Quels sont ces chocs et pourquoi, Koen ? Eh bien, premièrement, dans les mois à venir, je présume qu'on pourrait s'approcher de plus en plus proche vers la cible de 2%. Mais je pense, comme vous venez de dire, qu'on retournera vers la période avant Covid, qu'on ne retournera pas vers la période d'avant Covid, où l'inflation se situait entre 0 et 2%. Moi, je pense qu'on va vers une situation où l'inflation oscillera autour de 3%, donc structurellement plus élevée. Et là, comme vous venez de dire, il y a pas mal de chocs à cause de tendances à long terme. Quelles sont ces tendances? Il y a le changement climatique, il y a le vieillissement, il y a le niveau élevé des dettes publiques et il y a aussi la démondialisation. Maintenant, si on regarde le changement climatique, cela ira de pair avec des chocs de prix dans le prix des métaux et aussi dans le prix de minéraux. Il y a quelques mois, fin mai, je pense, on a constaté la flambée du prix du cuivre jusqu'au plus haut depuis 40 années. Donc, moi, je pense que c'est un signal majeur. Deux, il y a la démondialisation. Donc, au cours des dernières décennies, on a constaté une mondialisation. On a même constaté une sorte de hyper-mondialisation de 2000 jusqu'en 2010. Après 2010, il y a eu le globalisation. J'appelle ça globalisation. Et donc, je pense que dans le futur, il y aura de nouveau une sorte de démondialisation qui va pousser l'inflation à la hausse au lieu de pousser l'inflation à la baisse, comme cela a été fait les dernières 40 années. Donc on comprend, donc on comprend qu'effectivement vous êtes très soucieux à l'endroit de l'inflation. Vous nous dites qu'effectivement la cible de 2%, on va y arriver, mais globalement dans les années qui vont suivre, pour toutes les raisons que vous nous avez expliquées, elle devrait se situer légèrement au-dessus. Du coup, peut-être, c'est la question que tout le monde se pose sur les marchés financiers. Est-ce que les principales banques centrales vont devoir revoir à la hausse leur cible d'inflation? C'est toute la question. Une des questions qu'on se pose, et on verra effectivement comment les gouverneurs des banques centrales y répondent. Koen, parmi les chocs que vous avez énumérés, j'ai entendu qu'il y avait celui du niveau des dettes qui est un risque majeur selon vous. Est-ce que, comme la Cour des comptes en France, dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques publié cette semaine, est-ce que vous estimez également que la trajectoire de rétablissement des finances publiques en France d'ici à 2027 est peu crédible, voire pas réaliste ? Premièrement, ce que je ne trouve pas très encourageant, c'est que le déficit actuel de 5,5% est beaucoup plus élevé que prévu. Ça, c'est un point. Deuxième point, si on regarde l'évolution du déficit en France, l'évolution est pire par rapport à la moyenne européenne et bien pire par rapport aux autres grands pays, comme par exemple l'Allemagne ou l'Espagne, et même certainement si on regarde le futur, évolution, les estimations concernant le budget, aussi par rapport à l'Italie. Donc, je pense, et donc par conséquence, je pense que la France risque d'être plus rapidement
le point de mire des marchés financiers. Ça, c'est un point. Donc, il ne faut pas oublier non plus que la France est un des 7 pays qui sont soumis à la procédure des déficits excessifs par la Commission européenne. Donc, ils devront économiser. Mais ça ne va pas être très facile. Le gouvernement ancien, là, il prévoyait des économies de 25 milliards d'euros. La Commission européenne suggère des économies de 30 milliards d'euros, mais le nouveau gouvernement va probablement inclure pas mal de partis de gauche. Et ces partis de gauche ne sont absolument pas favorables à faire des économies substantielles. Donc, pour arriver à un budget, un déficit de 3% vers 2027, c'est réalisable, mais ça va être très dur. On va suivre effectivement ça avec beaucoup d'attention. Koen, vous nous dites alors effectivement que les résultats des élections législatives anticipées en France mettent en avant les principaux partis de gauche. Du coup, par la force des choses, toute la question se pose désormais de savoir quelle sera la couleur du gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc, par la force des choses, le grand flou subsiste toujours autour du budget 2025. Est-ce que l'on peut supposer, comme vous dites, vous l'avez dit, Koen, que la dette française va être la cible des financiers. Est-ce qu'on peut supposer que la France va droit dans le mur de la dette, Koen? Ça, je ne pense pas. Si on regarde, par exemple, le spread, l'écart par rapport aux obligations allemandes, ils ont augmenté avant les élections jusqu'à 30 points de base. Aujourd'hui, on constate que cette augmentation a diminué de moitié. Mais même avec un spread, disons, de 30 points de base, comme la durée ou la maturité de la dette est de 10 ans, le montant de la dette qui devra être refinancé à des taux plus élevés ne sera pas énorme. Néanmoins, je pense que les pays lourdement endettés, comme la France, mais aussi l'Italie et aussi mon pays, la Belgique, doivent réaliser que les temps ont changé. Si on regarde par exemple les charges d'intérêt payées par France, entre 2010 et 2020, ils ont augmenté de 29 milliards d'euros en 2010 jusqu'à 51, ils ont diminué de 51 milliards en 2010 jusqu'à 29 milliards en 2020. Alors, aujourd'hui, ces charges des charges d'intérêt ont augmenté de nouveau jusqu'à 55 milliards. Ils vont grimper, ils vont dépasser même 80 milliards dans les 3 années à venir. Donc, vraiment, si on regarde le budget, aujourd'hui, les charges de financement vont alourdir ce budget au lieu d'alléger ce budget, ce qu'ils ont fait les dernières 20-30 années. Donc, c'est une situation totalement différente et les pays doivent prendre en compte cette nouvelle réalité. Mais pour autant, vous nous dites que la France ne doit pas craindre de se prendre le nez dans le mur de la dette. Je rappelle que le mur de la dette, globalement, c'est quand des dettes arrivent à échéance, il faut payer les intérêts, du coup, et que pour payer ces intérêts, il faut réemprunter de nouveau. Du coup, par la force des choses, on rentre dans un mécanisme, dans une spirale infernale qui fait que le niveau de dette explose. Vous nous dites que même, alors qu'effectivement, c'est ce qu'on lit partout, que les charges d'intérêt de la dette française vont atteindre les 80 milliards de dollars, même à 80 milliards, voilà, la France n'a pas, les finances publiques françaises n'ont pas à avoir peur, du coup. Non, moi je ne pense pas. Tant que, et c'est quelque chose qu'on explique assez bien dans notre livre, tant que la croissance nominale reste plus élevée par rapport aux charges implicites et donc aux coûts implicites payés sur la dette, tant que donc la croissance nominale reste plus élevée, il n'y a pas de grand danger d'une spirale infernale comme vous venez de l'expliquer.
Je vais l'expliquer. Alors, vous nous parlez, Koen, c'est parfait, toutes les transitions sont parfaites avec vous, je vous remercie beaucoup. Vous parlez de croissance nominale, on peut peut-être justement faire référence à la croissance économique française. On comprend, Koen, que la France doit réduire, quoi qu'il arrive, son niveau de dette, que la réduction de la dette est une obligation. Pour autant, est-ce que, et c'est ce qu'on apprend dans tous les livres d'économie, on apprend que réduire la dette publique, c'est réduire la croissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est un bon point que vous marquez là, naturellement. Si les nouvelles règles de procédure déficit excessif sont appliquées de manière stricte, alors l'ampleur des économies demandées pour certains pays, ainsi que pour la France, est supérieure à celle de 2010 à 2013. Et donc, cette période d'austérité extrême a montré à l'Europe et a montré au FMI aussi, qui a insisté à ces économies dans cette période, que faire davantage d'économies n'aide pas la croissance économique. Et même, ça pèse sur la croissance économique, certainement pour des pays qui sont en crise. Donc, pour l'instant, on n'est pas en crise, mais il faut faire attention. En plus, si on regarde tous les défis dont nous sommes confrontés, je pense que diminuer vraiment la dette publique va être très, très, très difficile. Par exemple, il y a le changement climatique, il y a aussi les dépenses pour la défense militaire, il y a l'indépendance géopolitique à travers une politique industrielle, il y a le vieillissement, donc il y a beaucoup de défis. Et avec tous ces défis, je pense que ça va être presque impossible de diminuer la dette publique. Mais, certainement, au moins, on doit essayer de stabiliser cette dette. Et pour stabiliser cette dette, naturellement, on doit réduire le déficit budgétaire excessif actuel. Ouais, très clair, on comprend tout à fait, Koen. Effectivement, là, on parle aussi de réindustrialiser la France, faire passer le PIB de l'industrie française de 10 à 15% du total PIB. Donc tout ça, ça a des coûts, tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc il va falloir investir. Par la force des choses, à l'inverse, donc on comprend qu'il va falloir investir, mais que de l'autre côté, il va falloir faire des efforts budgétaires. Est-ce que, sur quelles dépenses, selon vous, doivent porter ces efforts budgétaires, et faut-il revoir en conséquence le modèle bismarckien, selon vous? Pas spécialement, mais je pense qu'on va faire des réformes afin que les coûts sociaux soient sous contrôle. Aujourd'hui, si on regarde les dépenses françaises courantes, si je peux dire ça, ils sont à 56% du PIB, ce qui est un niveau un des plus élevés du monde. Donc, il faut baisser ces coûts-là. Maintenant, moi, je pense qu'une solution serait de créer un nouveau fonds Next Generation EU. Et maintenant, cette porte est entrouverte grâce à la perte de l'extrême droite dans les élections. Parce que si l'extrême droite avait gagné, alors cette piste serait déjà fermée tout à fait. Donc, ce que je propose, c'est que de plus en plus, on va financer des projets européens via un financement européen commun, comme par exemple pour la transition climatique, mais aussi pour la défense. Et cela allégerait le budget de la France, mais cela allégerait aussi le budget de beaucoup d'autres pays, comme l'Italie, comme par exemple la Belgique, mais aussi, et ça c'est certainement très important, aussi l'Allemagne. Oui, l'Allemagne n'est pas soumise à la procédure de déficit excessif, mais en Allemagne, il y a quelque chose qui s'appelle le Schwarze Null. Et le Schwarze Null, c'est quoi? Il est inscrit dans la Constitution que le déficit ne peut pas être négatif, que le budget ne peut pas être négatif en Allemagne. Et donc aujourd'hui, le gouvernement allemand, qui est déjà assez impopulaire, doit introduire et doit chercher des revenus additionnels afin de stabiliser le budget. Et donc, s'ils peuvent allégir le budget,
Pour eux, certainement, vu qu'il y a des élections en 2025, cela serait très bien, quelque chose qui est le bienvenu. Naturellement, comme je viens de dire, la porte est entrouverte, mais il faut trouver encore un catalyseur. Et c'est comme toujours dans l'histoire de l'intégration de plus en plus de l'Union européenne, on va vers une situation de plus en plus intégrée, de crise en crise. Et donc, qu'est-ce que peut être ce catalyseur? Ça peut être probablement, peut-être, des effets négatifs en Ukraine, et donc, qui demandent de plus en plus de financement de l'euro, ou l'augmentation de la probabilité d'élection de Donald Trump. Donc, là, ce sont quelques catalyseurs qui rendent la création d'un nouveau fonds pour le financement commun de projets communs européens beaucoup plus probable, et donc ça aiderait à arriver à une Europe beaucoup plus intégrée par rapport à ce qu'on est maintenant. Bah écoutez, on va effectivement suivre tout ça avec grande attention. Je vous remercie beaucoup, Koen Deleuze, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Chief Economist chez BNP Paribas Fortis, que vous êtes également écrivain, puisque vous avez coécrit les 5 tendances de la nouvelle économie mondiale aux éditions Racine. Et je rappelle à cet effet, à ce sujet, que le Wall Street Journal a classé ce livre parmi les livres économiques à absolument lire cet été. Du coup, bravo, félicitations, et j'espère que vous reviendrez. Le Financial Times, Wall Street Journal, Financial Times, ça reste 2 journaux de référence. De toute façon, quoi qu'il arrive, on leur fait autant confiance. Merci beaucoup, Koen. J'espère que vous reviendrez nous voir pour nous parler justement de ces 5 tendances qui font la nouvelle économie mondiale. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, et je vous souhaite, si vous les avez pas prises, de très bonnes vacances. Et je vous dis à très bientôt, Koen. De notre côté, on va marquer une rapide courte page de publicité. Et juste après, nous ferons notre point bourse avant de vous rappeler quels sont les principaux catalyseurs de cette journée du 18 juillet. À tout de suite sur Téléfinance.